Union togolaise des démocrates, UTD. Union togolaise pour la démocratie, excusez. Monsieur le délégué, vous avez la parole. Monseigneur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués à la Conférence nationale souveraine, je voudrais vous demander l'autorisation de faire mon intervention en deux temps. Une première partie qui sera consacrée à l'énoncé de ce que nous pensons à l'Union togolaise pour la démocratie, l'avenir de ce pays, et une deuxième qui sera consacrée, si vous le permettez, si vous l'acceptez, à ce qui est très attendu, à savoir le parcours personnel d'Edem Kodjo, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ce parcours et qui attendent des explications. Donc, Monseigneur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, l'aube d'un jour nouveau s'est levée sur la patrie. Le Togo tout entier rassemblé, soi-même libéré, oui, libéré de 24 ans de dictature, restitué à sa dignité confisquée, se retrouve à ce tournant de son destin pour dire sa foi et clamer son espoir. Foi dans l'avenir d'un peuple, ce grand peuple, qui a su, à travers les vicissitudes de son histoire, demeurer ce peuple d'avant-garde que toute l'Afrique chérit, cette nation pilote qui fait la fierté de ses enfants. Espoir qu'à partir de ce jour, et demeurant sourds au chant des sirènes de la haine et de la vengeance, nous saurons dégager les voies d'un authentique renouveau en écoutant la droite raison et en réalisant le grand pardon. Mais espoir aussi que ce jour qui se lève est un grain qui meurt, le grain de la tyrannie, et une semence qui lève, la semence de la liberté, au nom de laquelle un serment solennel doit être fait en communion avec le peuple qui nous écoute et qui nous voit. Oui, le peuple togolais doit faire le serment solennel de ne plus jamais accepter la dictature, de ne plus jamais cautionner l'exercice solitaire du pouvoir, de renoncer à jamais aux voies obliques du contournement de la réalité et de la vérité. Oui, le peuple togolais doit affirmer, clamer haut et fort que l'ère des solutions opaques est révolue et que le temps de la transparence est arrivé. C'est le moment, sans doute, d'entrer en consonance avec nos morts, en communion avec nos disparus, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie et qui nous interpellent ici même sur le sens que nous entendons donner à leur sacrifice et les leçons que nous entendons tirer de leur oblation et de leur martyre. Hommage aux morts et aux héros qui, avant et depuis ce 5 octobre historique, ont tissé la trame de notre vie avec le souffle de leurs âmes et la longue plainte de leurs souffrances. Oui, les proscrits, les torturés, les exilés, les laissés pour compte et les laissés pour morts, les emprisonnés pour cause d'utilité publique, tout cela mérite notre respect et ont droit à notre hommage. Pour eux, la nation reconnaissante doit offrir en retour un jour, un seul petit jour, mais si grand par le symbole qu'il incarne et le pacte que solennellement il pose, le 5 octobre. Jour de gloire et de triomphe, de commémoration et de mémoire, qui tout à la fois mêle la mort à la vie, puisque selon le poète, un pont de douceur les relie. Faisons-en, proclamons-le, fête de la réconciliation ou du souvenir. Mais comment ne pas rendre aussi un hommage éclatant à notre jeunesse, si ardente, à nos femmes, nos sœurs, nos mères, qui ont montré tant de détermination,
aux syndicats, et particulièrement aux syndicats des transporteurs, qui ont permis le succès de notre grève. La conférence nationale qui consacre en ce jour l'avènement de la démocratie, nous l'avons souhaité parmi les premiers pour notre pays, le Togo. Nous l'appelâmes de nos voeux dans nos écrits, comme ce carrefour où la nation encore se donne rendez-vous avec lui-même, entre en résonance avec ses enfants, avec sa propre identité, pour composer au-delà des mots une nouvelle cohérence, une nouvelle harmonie, un nouvel ordre dont la trame sera faite de dignité, de liberté, de solidarité et d'amour. La conférence nationale est le lieu où toutes les vérités doivent être dites, afin d'exorciser à jamais et une fois pour toutes les fantasmes de notre société. Cette société bloquée depuis une trentaine d'années, précisément depuis la tragique disparition de notre premier président, le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Débloquer la société togolaise, jeter les bases du renouveau démocratique par la construction résolue d'un état de droit, conduire à bon port à travers récifs et brisants le frêle esquif de la terre de nos aïeux, en définissant pour elle les voies de son unité, de son développement et de son affirmation au sein des nations, voilà toute chose, toute tâche noble, toute tâche consubstantielle à la nature même de notre rencontre. Pour nous aujourd'hui, il s'agit de construire, de bâtir une société nouvelle, d'enfanter au besoin dans la douleur une nouvelle équation nationale. Nous ne pourrions y parvenir qu'en réalisant un dépassement presque surhumain, en transcendant les événements tragiques qui ont marqué la vie de notre pays et en parvenant au grand pardon. Oui, mais je sais qu'il faut au préalable une repentance sincère et une contrition sans détour, condition sine qua non d'un pardon véritable. Comme la plupart des pays d'Afrique, le Togo connaît une situation extrêmement précaire, précarité au plan économique, où des distorsions graves rendent aléatoire l'équilibre des principaux agrégats et la mise en œuvre d'une authentique politique de développement. Précarité sociale, caractérisée par une explosion démographique, qu'accentue la montée en puissance d'une jeunesse valeureuse, mais sans réelle perspective, étant donné la faiblesse rédhibitoire des emplois créés, l'inadéquation des structures dans le domaine socio-éducatif de la santé, précarité administrative et infrastructurelle enfin. Bref, les données actuelles de la situation socio-économique placent notre pays au bord du gouffre. Il s'agit de ne pas l'y précipiter, mais bien au contraire, par un effort soutenu de ressaisissement, de forcer le destin pour préparer l'avenir. Nous parviendrons à nos fins si nous savons éviter d'ajouter des pertes aux pertes, des manques aux manques, si nous savons préserver notre capital humain, matériel et spirituel, si allant au-delà de nos justes récriminations et de notre juste colère, nous savons remettre bout à bout les fils cassés de notre société, les ressorts brisés de notre identité. Demain est plus à inventer qu'aujourd'hui. Alors comment inventer des lendemains différents? Reconstruire une société d'espoir et de rêve pour nos plus jeunes, redonner un sens à leur existence, conférer à leurs actions, que dis-je, à nos actions, ce qui fait toujours la différence. Je veux dire ce supplément d'âme, sans lequel les fruits ne sauraient porter la promesse des fleurs. Comment sortir des sentiers battus de la facilité, de la déraison morale, voire spirituelle? Comment déjouer les pièges que nous tendent des rêves identitaires dévoyés, le régionalisme, le tribalisme, l'ethnicisme? Comment faire pour que, mettant ensemble nos différences, nous assurions l'émergence d'une nation togolaise, plus de 30 ans après l'indépendance? Débloquer la vie politique nationale implique une restitution au peuple de son histoire et de son passé. Réhabilitation pour ceux qui ont eu une part décisive dans l'histoire de notre pays, dans sa libération, dans son affirmation, dans la plénitude de son identité. Sylvanus Olympio et ses compagnons en particulier, ce n'est pas la première fois que je le réclame, je le fais depuis 1968, mais aussi tous ceux qui ont apporté leur pierre
à travers l'histoire, à la grandeur, à la dignité, à l'authenticité de notre nation. Restitution au peuple de son histoire, de ce passé tissé d'actions d'éclat, véritable habit de lumière qui nous revêt et que nul ne saurait nous arracher. Réinventer le passé, en faire le soubassement de notre appartenance commune à l'ensemble légué par nos ancêtres, cette terre de nos aïeux que nous clamons dans notre hymne national, renvoie imparablement à l'idée de nation, cette âme, ce principe spirituel dont parlait Ernest Renan. La nation togolaise, ce patrimoine inappréciable qui fait notre raison d'être, est aujourd'hui à rebâtir, à reconstruire dans son unité profonde. Cette unité a été précarisée, mise en danger par les tragiques événements que notre pays a connus, ainsi que par la répression barbare qui en a découlé. Le peuple togolais a été profondément divisé. Ces ethnies ont été dressées les unes contre les autres. Ces tribus campent sur des logiques de confrontation. Partout, partout, sonne l'appel sourd de ceux qui ne voient dans les fils d'un même pays que des ennemis à pourfendre, des adversaires à éliminer. À quand donc les pommes ouvertes de la réconciliation, les voies d'une entente renouvelée entre ceux pour qui la nature a tracé une destinée commune? Qu'est-ce qu'une nation, sinon la volonté de vivre ensemble, volonté qui puise autant dans la raison que dans le cœur les motifs irrépressibles d'espérer ensemble? Et puisque volonté est d'abord volonté, comme disent les philosophes, la nation est aussi ce principe qui exclut toute force centrifuge, toute concession faite à la négation d'autrui, à son avilissement, à sa chosification, mais qui magnifie par le fait même toutes les différences positives. Et ce n'est pas notre deuxième vice-président qui me démentira. Nous voyons, nous entrevoyons, nous entrevoyons pour ce pays éclaté entre volontés contradictoires, un espace de fraternité à arpenter, une ère de solidarité à cultiver, pour qu'enfin, ressourcés à notre héritage spirituel commun, nous bâtissions ensemble la cité de demain. Rien n'est plus urgent aujourd'hui, rien n'est plus vital que de retrouver l'identité nationale togolaise. Ce rien, cet epsilon qui fait toute la différence, mais qui nous spécifie et nous singularise face au monde extérieur. Rien n'est plus urgent, mesdames et messieurs, rien n'est plus vital aujourd'hui que de jeter les bases des retrouvailles entre fils réconciliés de la nation. Rien ne serait plus injuste, plus inique, plus funeste que de rendre collectives des responsabilités qui ne sauraient qu'être individuelles. Nulle ethnie, nul corps ne porte une responsabilité particulière dans les errances et les déviances d'un passé révolu. Ces responsabilités sont individuelles et les individus doivent s'expliquer. Prenons ici l'engagement solennel de bannir à jamais de nos pensées et de nos actes les tentatives et les divisions tribalistes et ethniques. Ayons à cœur de construire un Togo pour tous les enfants du pays. Donnons-nous la main à travers tout le territoire national. Bâtissons enfin une cité où tous se reconnaissent. Mais la nation dont je viens de parler doit s'articuler autour de l'État. Et l'État ne peut être qu'un État de droit. Pour nous, l'État de droit est à la fois ce qui fonde et valide le principe démocratique. Il constitue, avec le développement et l'unité africaine, la triptyque centrale de nos objectifs, la pierre angulaire de notre édifice conceptuel. Bâtir l'État de droit, c'est avant tout doter le pays d'une loi fondamentale, d'une constitution qui assure un équilibre des pouvoirs et qui exclut à jamais les dérives totalitaires et les tentations du pouvoir personnel. Le présidentialisme, ce système politique qui implique l'omnipotence d'un chef d'État, rouage cardinal des institutions, a fait la preuve de ses limites dans une Afrique livrée à l'arbitraire. Il est le soubassement avéré et la façade institutionnelle de ce que j'ai nommé quelque part le despotisme obscur. Il faut l'abolir de notre vision de demain
pour inventer une organisation politique nouvelle. Faut-il le clamer fort? Le présidentialisme, voilà l'ennemi. À cet égard, le système parlementaire aurait eu toute notre préférence en ce qu'elle implique une structuration dans laquelle le chef de l'État règne mais ne gouverne pas. Issu de la majorité que les législatives ont établie, un Premier ministre assume la réalité du pouvoir et est responsable devant les représentants du peuple, le Parlement. Dans un tel système, le pouvoir judiciaire joue un rôle fondamental. Je demeure persuadé que le système parlementaire est celui que nous devons adopter dans le long terme. Mais dans l'immédiat, les conditions psychologiques, les données sociologiques de notre pays, les nécessités d'une évitable transition liée à l'apprentissage de la démocratie nous dictent notre devoir et indiquent notre choix. Ce choix est d'abord une exclusion, l'exclusion du système présidentiel, dont les dérives présidentialistes sont bien réelles. Et je n'aurai de cesse que de répéter, le présidentialisme, voilà l'ennemi. Certes, le système présidentiel à l'américaine est bien attrayant, mais il suppose un congrès tout-puissant, des représentants du peuple éclairés qui interpellent à tout moment le chef de l'exécutif, contraint le plus souvent de passer sous la volonté affirmée, les fourches codines en quelque sorte des assemblées, et à négocier au plus près les choix fondamentaux de la nation. Il implique l'existence d'un système judiciaire surpuissant. Rappelez-vous qu'on a pu parler d'un gouvernement des juges. Ce système judiciaire est conduit par une Cour suprême à l'indépendance redoutable. Les juges qui la composent, selon une heureuse formule que j'aime bien, les juges, a-t-on dit, ne démissionnent jamais et meurent rarement. Cette institution que je respecte, conçue par un homme que j'admire, Thomas Jefferson, les contraintes sociologiques et psychologiques de notre pays ne nous permettent guère de l'acclimater après 25 années de dictature. Établie sans nuance au Togo, elle risque de dégénérer en système présidentialiste. Et je le dis pour la dernière fois, le présidentialisme, voilà l'ennemi. Notre choix se porte donc pour l'heure... Merci. Merci. Notre choix se porte donc pour l'heure sur un système semi-présidentiel, où la dualité bicéphale à la tête de l'État permet un équilibre des pouvoirs au sein même de l'exécutif. Il assure dans le meilleur des cas une réelle division du travail et dans le pire, une prise en compte des vues diversifiées de l'ensemble de la nation. Il a l'avantage de faciliter au besoin une complémentarité sociologique à l'échelon le plus élevé de l'État, muni de garde-fous qui sont autant de contre-pouvoirs assortis d'un Conseil constitutionnel qui veille au strict respect des domaines de compétences des différents blocs de pouvoir, équilibré par la présence d'une représentation populaire bicamérale, Assemblée nationale et Sénat, doté d'une totale indépendance. Le régime de type semi-présidentiel prévoit la responsabilité du Premier ministre et du gouvernement devant le Parlement. La représentation populaire peut donc sanctionner le chef de gouvernement, lui demander des comptes et au besoin exiger sa démission. Le chef de l'État, élu pour ce qui le concerne au suffrage universel, est le garant de l'unité, de l'intégrité de la nation et il dispose de pouvoirs dans des domaines réservés. Je parle là non pas de la période de transition, mais de la période définitive. Car pour la période de transition, vous savez tout ce que je pense, il faut un Premier ministre puissant qui ait tous les pouvoirs et un chef d'État inaugurateur de chrysanthème. Le système que je préconise, que nous préconisons, est un système qui adopte le vote au scrutin majoritaire à 1 ou à 2 tours et en tout état de cause, un mandat renouvelable une fois pour une période de 5 ans pour le président de la République. Limité dans le temps, il est hors de propos que nous puissions donner les détails de notre contribution. Disons qu'en tout état de cause, quel que soit le système que nous adopterons, le judiciaire doit faire l'objet d'une attention particulière.
Ce pouvoir a trop longtemps souffert des errances du pouvoir avec un grand P. Fossilisé, déchu de sa grandeur et réduite à la portion congrue, frappé de ce que les Romains ont appelé une capitis deminutio, que rien ni personne ne put effacer, la justice togolaise ne fut pendant longtemps que l'ombre portée d'un exécutif triomphant et omnipotent. Le juge, l'individu s'effacèrent devant la raison d'État. Le corps magistral fonctionnalisé perdit de son lustre et de son prestige. Ses membres, parmi les plus illustres, envahirent le barreau en quête d'une indépendance et d'une dignité que leur maison ne sut jamais leur garantir. Diktats et instructions déferlèrent de la chancellerie sur le juge qui ne pouvait plus dire le droit selon sa conscience et ses convictions intimes. Les juridictions d'exception se multiplièrent. La déontologie de la fonction se dilua. Le Haut Conseil de la magistrature, que consacra la dernière constitution togolaise, ne tint jamais son rôle. Le discrédit envahit le palais. Il faut plutôt redresser la barre, rétablir la justice dans sa fonction primordiale, redorer le blason terni du corps magistral, restituer au juge son prestige social et matériel. Nous proposons d'urgence la convocation des États généraux de la justice togolaise, où juges et greffiers, praticiens de jurisprudence et maîtres de la doctrine, diseurs de droit comme faiseurs de nation, en collaboration avec les justiciables, se retrouveront pour jeter les bases d'une consolidation et d'un renforcement de ce pouvoir qui a tant souffert dans cette nation. Nous devons concevoir et construire une justice nouvelle, fondée sur l'indépendance du juge et le respect scrupuleux de la déontologie de la fonction. Car, mesdames et messieurs, le juge doit être juste. C'est pourquoi, dans l'organisation constitutionnelle telle que nous l'envisageons, le Haut Conseil de la magistrature n'a pas une place secondaire. Il tient une place centrale. Il lui revient à la fois d'assurer la police interne du corps magistral, tout en demeurant le rempart inébranlable qui doit repousser toutes les atteintes extérieures à ce corps. Mais qui parle de justice, parle des droits de l'homme. Saint Augustin, l'Africain, l'avait prédit. L'homme humilié n'est pas voulu de Dieu. Et le philosophe scientifique Benjamin Franklin ajouta: Dieu veuille que non seulement l'amour de la liberté, mais aussi une connaissance complète des droits de l'homme puisse pénétrer toutes les nations de la terre, de telle sorte qu'un philosophe puisse mettre le pied n'importe où sur sa surface et dire « Ceci est mon pays ». Nous en fûmes loin, et Benjamin Franklin n'aurait jamais pu fouler le sol de notre pays. Je ne vais pas revenir sur la litanie des violations des droits, telles qu'exposées par tant d'orateurs précédents. Mais il n'est pas possible de passer sous silence les horreurs que notre pays a connues. Brimades, tortures, emprisonnement sans cause, assassinats, meurtres. Les victimes de la lagune de Baie témoignent de la déchéance morale dans laquelle nous sommes tombés. Quand on se souvient de ce que préconise le livre vert, on ne peut que constater et avouer humblement que décidément, on a marché à côté de nos pompes. Le parti unique a échoué au Togo. Il a échoué en Afrique. Il a échoué partout dans le monde. Il faut donc une nouvelle optique, une nouvelle donne éthique, un soubassement moral à nos actions. Morale et politique ne vont pas ensemble, disent les adeptes du réel politique. Nous affirmons pour notre part que sans morale, il n'est point de politique durable. Sans morale, il n'y a d'avenir pour aucun pays. Sans morale, pas de perspective pour les hommes. Militants des droits de l'homme, nous proposons que la constitution future et démocratique que nous allons élaborer consacre tout un titre à la codification et à la protection des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine. L'état de droit est un état dans lequel l'armée a un rôle à jouer. Une armée réformée, restructurée, réaménagée, détribalisée, une armée authentiquement nationale, une armée qui accepte le principe du service militaire obligatoire pour les deux sexes, qui participe
Une armée qui participe à sa manière au développement cohérent de notre pays. Pour l'heure, il s'agit d'associer ce réaménagement de l'armée à sa réorientation, de trouver au plan international un financement qui permette de donner de nouvelles fonctions dans la société à des hommes qui ont été jusqu'à présent sous l'uniforme. Mais la démocratie ne saurait être limitée aux délices des jeux des partis au centre. Elle doit atteindre la population à la périphérie. Sans démocratie locale, sans décentralisation effective, il n'y a pas de démocratie véritable. Prenons garde de plaquer sur le corps social de notre nation des recettes et des structures venues d'ailleurs. La démocratie doit plonger ses racines dans le peuple, celui des profondeurs, au niveau du village, du canton, de la préfecture, de la région, prendre racine dans notre culture. Et c'est pour cela que le réaménagement de l'espace et l'administration territoriale, notamment les régions enfin revitalisées, sont autant d'impératifs qu'il faut intégrer au processus démocratique. Mesdames, Messieurs les délégués, la démocratie, l'état de droit, parce qu'ils permettent l'expression hardie de la positivité de chaque individu, parce qu'ils libèrent le génie créateur de chaque être humain, sont autant de préalables au développement, et le développement est et demeure pour nous un impératif catégorique. Or, l'économie togolaise continue d'être marquée par des déséquilibres profonds et par de nombreuses rigidités structurelles, en particulier sur le marché du travail. Bien sûr que nous avons fait de l'ajustement structurel. Bien sûr que nous avons été soumis à cette thérapeutique amère, à ce remède qui a des relents de remède de cheval. Et que faut-il en penser? Nous savons que notre pays a payé un prix élevé pour que notre pays... nous savons que nos compatriotes ont payé un prix élevé pour que notre pays mérite le titre de bon élève du Fonds monétaire international. Toutes les couches sociales eurent à subir les contre-coups de ces programmes, mais particulièrement les plus défavorisés. Parmi tous les déséquilibres, celui des finances publiques est le plus alarmant. Mais je dirais que ces déséquilibres ont des causes, et ces causes ne sont pas toutes exogènes. C'est bien que la détérioration des termes de l'échange a posé problème à tous les pays du tiers-monde, mais mon propos doit être clair. Les comptes performances économiques de notre pays tiennent pour une large part à des politiques nationales inappropriées, une demande publique excessive, un endettement débridé, des rigidités structurelles liées à des comportements économiques et sociaux peu rationnels, et par-dessus tout, une mauvaise allocation des ressources. Et d'avoir persévéré dans ces erreurs de navigation économique, alors même que la conjoncture commençait à changer, a valu à notre pays de s'ancrer profondément dans la crise. Mais nous nous garderons de tout manichéisme, car le bilan économique global n'est pas négatif à tous égards. Mais, il faut le dire, nous avons un défi énorme à relever. Alors que faire? Tirer sur l'ajustement? Je ne le crois pas. Je suis persuadé que sans Fonds monétaire international ou sans Banque mondiale, nous devons nous ajuster, c'est-à-dire nous adapter notre comportement aux exigences modernes de la rationalité économique. Il n'existe pas une science économique pour les faibles et les sous-développés, et une autre science économique pour les riches et les forts. Il n'y a que des lois économiques. Il y a surtout et partout la dure loi du travail et de l'effort. Alors on me dira, c'est ce que nous faisons actuellement, mais je dis que nous pouvons faire mieux quant à la forme et quant au fond. Nous pouvons faire mieux quant à la forme parce qu'il est impératif de démocratiser les conditions d'élaboration des programmes d'ajustement structurel. Ça ne peut pas être l'affaire de quelques technocrates parce que ça engage tout le pays. Ça ne peut pas être l'affaire de quelques fonctionnaires aidés par le FMI. Le programme d'ajustement structurel doit être un programme national. Et ensuite, il faut crédibiliser les conditions d'exécution de ces programmes, car on ne peut pas à la fois avoir des comportements officiels qui soient totalement contradictoires avec les orientations qui sont annoncées dans les programmes d'ajustement structurel. On ne peut pas à la fois prêcher la rigueur et persévérer dans la voie de la dilapidation et de la facilité. On ne peut pas à la fois accepter l'austérité budgétaire
et rusé avec nous, avec les dépenses extra-budgétaires. Et quant au fond, 3 vérités me semblent essentielles. La dimension sociale de l'ajustement est fondamentale. Il faut cesser de manière impérative de faire supporter l'ajustement par les plus pauvres. Deuxièmement, nous voulons un ajustement, mais qui sauvegarde les intérêts vitaux de notre pays, de notre patrimoine national. Et il faut arrêter, sous le prétexte d'une privatisation qui est nécessaire, de brader le patrimoine national. Troisièmement, nous sommes résolument pour un ajustement orienté vers la croissance. Les chiffres, les équilibres globaux ne nourrissent pas les populations, mesdames et messieurs. Personne ne se nourrit de PNB ni d'agrégats économiques. Il faut un ajustement donc orienté vers la croissance qui puisse permettre à la population d'y trouver son compte, tôt ou tard. Il ne suffit pas pour cela seulement de discipliner la demande, comme on nous le demande souvent, mais aussi, je crois qu'il est essentiel de châtier l'offre. Une croissance économique soutenue en termes réels, voilà la seule chance pour notre jeunesse. C'est celle-là qui permettra de créer des emplois pour résorber le chômage. Mais les acteurs de cette croissance, il faut que j'en dise un mot, c'est nous, les citoyens de ce pays, et pas seulement l'État. Nous devons savoir désormais que l'État moderne de demain sera un État modeste. N'attendons pas de lui ce qu'il ne peut pas faire. Il sait ce qu'il peut faire, il a fait aux premières heures de l'indépendance, mais il a trop embrassé et il a mal étreint. Notre secteur public n'a pas produit, mais a consommé la richesse nationale. Il n'a pas dégagé de surplus économique, mais il a plutôt sollicité la contribution nationale. Il importe donc désormais que le secteur privé prenne le relais et que l'État crée le cadre macroéconomique sain qui doit inciter à l'investissement intérieur comme extérieur. Nos hommes et nos femmes d'affaires ont besoin d'une bonne politique qui ne s'écrase pas par une fiscalité anti-économique et par une réglementation excessive. Nos petites et moyennes entreprises doivent pouvoir évoluer sans entrave. Ce sont elles qui doivent former le tissu industriel de notre économie. Ce sont elles qui représentent l'avenir de notre pays. Entendons-nous bien, si l'État doit moins s'engager au plan économique, il ne saurait se désintéresser du social. Le nouvel ordre démocratique sera social ou ne sera pas. Et nous devons affirmer notre préférence pour les pauvres, comme le prescrit sans embâche la doctrine sociale de l'Église. Mais le moteur de tout cela sera la liberté. La condition de tout cela sera le travail acharné de tous. Mesdames et messieurs, nous avons décidé de prendre en main notre destin politique. Nous avons désormais choisi d'être les acteurs de notre vie politique. Chacun de nous doit aussi s'approprier son destin économique. Ne nous demandons pas tous les jours ce que l'État doit faire pour nous. Demandons-nous au contraire tous les jours ce que nous devons faire pour notre pays et pour notre cher Togo. Les communautés de base, pôles essentiels du développement du futur, doivent recevoir de notre part une attention soutenue. Les ONG aussi. Mais par-dessus tout, œuvrons pour que l'agriculture cesse d'être le parent pauvre de notre développement. Des structures appropriées, des prix rémunérateurs, l'aménagement culturel du monde rural, la définition d'une politique de fourniture d'intrants, voilà les fondements d'une authentique politique du développement agricole. Et je voudrais dire que nos paysans doivent être l'objet de notre sollicitude de tous les jours. Mais je dois dire que l'économie politique que nous préconisons doit être fondée sur la ressource humaine. Cela veut dire que l'éducation, la formation et l'emploi doivent être en adéquation parfaite. En 1975, je m'étais déjà élevé contre la réforme de l'enseignement au sein même du gouvernement. On m'a dit, qu'est-ce que tu veux, puisque les enseignants eux-mêmes sont d'accord. Et je disais à l'époque que les impératifs de démocratisation et les impératifs de liberté n'étaient pas suffisants et qu'il fallait et qu'il y ait dans la conception de l'école une adéquation entre l'emploi, la formation et l'enseignement. Je n'ai pas changé d'avis depuis longtemps. Je pense que l'éducation, la formation et l'emploi doivent aller de pair. Et je crois que l'école doit former les uns et les autres, non pas en pensée, en termes de trouver du travail à la sortie de l'école, mais en termes de créer son emploi à la fin de sa formation. Et cela est une petite révolution psychologique
que nous devons introduire dès l'école primaire. Je vais conclure bientôt, Monsieur le Président. L'Assemblée veut qu'il continue ou qu'il arrête. Bon, alors continuez. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je crois que pour cela, l'État doit mettre en place un fonds de garantie que je préconise ardemment. Je suis persuadé pour ma part que si sur le budget de l'État, on mettait de côté tous les ans 3 milliards de francs CFA pour servir de garantie auprès du système bancaire sur liquide de notre place financière de Lomé, que l'État garantissait cela, il serait possible de fournir, de permettre à des gens sortis des établissements de formation, de centres d'apprentissage, sur la base de petits projets qu'ils auront élaborés eux-mêmes, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, que ce soit dans le domaine industriel, la petite et moyenne entreprise ou dans le domaine agricole, on pourrait arriver à les financer convenablement. Et si l'État faisait ça tous les ans, ce serait une sorte de crédit revolving qui permettrait vraiment de venir au secours des jeunes qui sortent des établissements de formation, que ce soit universitaire, secondaire ou professionnel. Mais ce que l'État peut faire pour l'économie, sans en accaparer la gestion, suppose qu'il existe un État. Aujourd'hui, l'État togolais est à réinventer. Notre administration se délite. L'autorité de la puissance publique est en discrédit avancé. Et l'État togolais est l'objet d'une perception négative, parce que tout ce qui rappelle aujourd'hui la contrainte est inacceptable. La désobéissance aux lois et aux règlements devient considérable. Une insurrection larvée contre les représentants du pouvoir central est claire. Bref, on assiste à une remise en cause de plus en plus prononcée de ce qui fonde et valide un État. Alors il est temps de réagir, mesdames et messieurs, de remettre de l'ordre dans l'administration par une réforme profonde et une moralisation accélérée, de rétablir l'autorité de la puissance publique, celle des lois et des règlements, et de convaincre les citoyens qu'il n'est pas de nation qui ne s'articule autour d'un État, qu'il n'existe pas de destinée individuelle organisée en dehors de cet ensemble de structures qui donne une existence à un pays. Car après tout, le Togo est une expression géographique. C'est l'État togolais qui est une entité dans laquelle se réalise et se concrétise cette expression. Le despotisme obscur a conduit le citoyen à se méfier de l'État. Il faut que la démocratie ramène et conforte l'autorité de la puissance publique, que l'État retrouve son lustre et l'administration son efficacité. Il faut qu'ensemble nous passions un nouveau contrat social pour fonder une nouvelle vie en société et que nous respections les termes de ce contrat. C'est à ce prix seulement, que nous donnerons à notre idéal démocratique durée et crédibilité. Pas de liberté sans responsabilité, pas de démocratie sans solidarité. En retour, le citoyen doit pouvoir recourir contre l'État et l'administration lorsque ses droits sont bafoués. Et l'État de droit implique cela, et je dirais qu'il l'exige. Il exige le recours pour excès de pouvoir. Alors, mesdames et messieurs, je vais conclure. Mais le secrétaire général de l'OUA que je suis, l'ancien, ne peut ne pas faire et dire un mot de la situation de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Notre conférence nationale faillirait à sa mission si nous oublions de dire un mot du panafricanisme. Parce que qu'est-ce qu'un Africain aujourd'hui dans le monde? Je crains de vous répondre douloureusement rien. Regardez ces puissances qui commandent aujourd'hui le destin de la planète. Nous tremblons sous leurs mains, nous plions sous leurs joues, objet futile d'un ordre international dominateur. Certes, nous apprécions leur coopération, leur aide est la bienvenue. Nous souhaitons leur renforcement, mais il faut se rendre à l'évidence. Pions plutôt qu'acteurs, chosifiés et marginalisés, nos États ne pèsent rien sur l'échiquier international. L'homme noir est partout avili, partout méprisé, partout humilié. Ayant fui sa terre d'origine, chassé par la misère et le despotisme obscur, il doit subir le dur sort de l'immigré indésirable. Et je dois vous dire que ce n'est pas drôle. Comment pourrions-nous taire cela à notre conférence nationale? Comment pourrions-nous croire une seule seconde que le Togolais libéré
devrait jouir seul de son indépendance reconquise. Agissons, chers amis, pour recomposer l'espace dont la nature nous a dotés et qui n'est aujourd'hui que fragments et miettes d'un ensemble éclaté, douloureusement éclaté. Partout, chers amis, les peuples s'organisent. L'Asie, grâce au Japon et aux nouveaux pays industrialisés, ils sont en train de monter une zone de coprospérité que la guerre n'avait pas permis aux géopoliticiens nippons de construire. Mais aujourd'hui, là-bas, se lève une formidable puissance qui ne cherche qu'à féconder l'immense Chine aux potentialités incommensurables. Les peuples européens et de souche européenne réagissent à leur tour. Menacés, c'est ce qu'ils croient, par l'explosion démographique incontrôlée des pays du Sud. La communauté économique européenne, première puissance économique du monde, a largué ses amarres. Elle tend une main fraternelle à ces peuples de l'Europe centrale, cette Mitteleuropa qui fut jadis au cœur de la destinée européenne. Et M. Gorbatchev l'a compris, qui avec sa perestroïka réclame jour après jour la fameuse maison commune européenne. Et je puis vous dire qu'il est sur le point d'être entendu et écouté, puisque M. James Baker, secrétaire d'État américain, le 18 juin dernier, il y a 1 mois et demi à peine, lancé à Berlin l'idée d'un gigantesque espace commun allant de Vancouver à Vladivostok, c'est-à-dire embrassant les principales nations de souche européenne du Pacifique, au mépris des différences idéologiques vacillantes. Il fait écho aux sollicitations du leader soviétique. La montée en puissance de l'islam n'est pas étrangère à cette sorte de branle-bas-le-combat. On voit poindre en filigrane l'antagonisme multiséculaire entre la croix et le croissant, dont le récent conflit du Golfe n'est, je puis vous assurer, qu'une pâle prévivance, une petite entrée en matière. Ces considérations de géopolitique peuvent paraître bien éloignées des préoccupations des paysans du Cloto ou de Loti, mais il faut vite se détromper. Tout cela conditionne bel et bien la fixation des cours du café et du coton à la bourse de Londres. Nous ne pouvons guère être indifférents à ces réaménagements. Seuls les grands ensembles domineront le monde de demain. Ils imposeront seuls leur empreinte, leur culture, leur civilisation. Lorsque Hannibal l'Africain, rassemblant ses éléphants gétules, traversa comme un éclair les pentes enneigées des Alpes, puis fondit sur Rome, soi-disant invincible, en bousculant les fameuses légions comme fétus de paille, semant la panique sur son passage, puis campa aux portes de la grande cité, un tribun du peuple s'écria « Que faisons-nous, Romains ?» Aujourd'hui, je pose la question à notre conférence nationale souveraine et par-dessus elle, à l'Afrique endolorie, que faisons-nous, Africains? L'heure est grave. Créons des États africains dignes de ce nom. Nous ne nous contentons plus des discours creux des sommets de la CEDEAO qui se réduisent à des ballets, à des carousels de chefs d'État. Faisons du concret avec nos frères du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso, de l'Afrique de l'Ouest et pas à pas de l'Afrique dans son ensemble. Créons des partis transnationaux. Créons des partis transnationaux. Créons des partis transnationaux qui réchauffent et entretiennent le panafricanisme rationalisé. Nous avons déjà pour notre part pris les dispositions qui s'imposent dans ce domaine. À cet égard, il me plaît de saluer ici la CDPA, la CDPA-BT, le PSP, j'espère que je ne fais pas de jaloux, dont les visions panafricaines rejoignent sur ce point précis nos convictions les plus intimes. Le Togo ne saurait être fort sans une Afrique forte. La conférence nationale doit le savoir et prendre en compte cette réalité. Monsieur le Président du Présidium, j'ai fini. Nous voici en quête d'une nouvelle société. Nous ne la bâtirons que sur des valeurs spirituelles et morales fécondes. Nous sommes en effet convaincus que la vie en société doit être considérée comme une réalité d'ordre spirituel. Le Togo doit retrouver source et ressources dans ses valeurs profondes, dans sa culture, qui, parce que convenablement intégrée dans le processus de développement, engendreront plus de fraternité, de solidarité et de convivialité. Nous sommes pour une société de progrès, où la droite raison, associée aux raisons du cœur, triomphe de l'égoïsme, du chacun pour soi, du laisser-aller. Les laissés pour compte, les drogués, les opprimés, les abandonnés doivent trouver dans une solidarité quotidienne vécue des raisons de croire et des raisons d'espérer. Nous avons lutté pour que cette conférence nationale se tienne dans la plénitude de sa souveraineté, dans la magnitude de ses attributions
dans la réalité de son indépendance. Nous sommes fiers de la voir se tenir dans tous ses attributs. Nous proclamons notre foi et établissons notre confiance dans ce peuple togolais qui a tant souffert et qui aujourd'hui, debout, se renforce dans sa souveraineté et proclame sa légitimité. Notre conviction est faite que nous sommes sur le droit chemin et nous faisons nôtre ce mot de saint Thomas d'Aquin. Il vaut mieux boiter sur le chemin que marcher à grands pas hors du chemin. Alors, amis, nous vous disons et vous redisons, la voie est tracée, le chemin est ouvert, levons-nous et marchons. Je vous remercie pour votre attention. Nous prions maintenant M. Kabasema, Monsieur le ministre Kabasema, s'il vous plaît, de passer au podium. Monsieur le ministre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Il peut m'arranger ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le régime policier qui nous prime depuis maintenant un quart de siècle a ruiné notre pays sur plusieurs plans. Sur le plan humain, non seulement on ne peut pas compter les morts sous ce régime, mais encore on peut difficilement trouver au Togo une famille, à l'exception de celle de Yadima et de ses intimes, dont un membre au moins n'a pas déjà passé plusieurs mois dans les camps de détention pour délit d'opinion. Je ne m'étendrai pas sur ce plan car beaucoup avant moi ont suffisamment développé ce thème. Je ne parlerai pas non plus de mon expérience carcérale, mais je dirai simplement, pour ceux qui ne le savent pas, que Yadima m'a détenu sans inculpation ni jugement dans le camp des gardiens de préfecture à Niamtougou, ma ville natale, avec la complicité des bourreaux comme Kwativi Laclé, Akakbo Ahiagnon, Kounale Klo, etc., de celle de cette fameuse association tribaliste des ressortissants du Nord à Lomé, dont vous connaissez les tenants, Bataba, Korto, Nakaba, Yaya Malou, Barké, etc. Et de celle aussi de certains losso-tribalistes bourreaux qui sont les Alasunuma, les Agbetra, les Balbeko, les Kagyosu, avec les 10 chefs cantons de la préfecture de Toufelkou en fonction en 1981. Grâce à Dieu, je ne suis pas mort et je n'ai été libéré qu'après 3 années et 8 mois, soit 1338 jours de détention, grâce aux actions conjuguées de Amnesty International et de son Excellence, M. François Mitterrand, président de la République française, auquel je suis infiniment reconnaissant. C'est sur le plan économique que je vous prierai de bien vouloir me permettre de m'attarder un peu pour apporter ma modeste contribution afin d'éclairer certains parmi nous ici sur certaines pratiques qu'ils peuvent ignorer. Monsieur le Président, mes chers compatriotes, avec une dette extérieure d'environ 400 milliards de francs, alors que nos exportations rapportent à peine 50 milliards de francs par an, le Togo est un État ruiné. En effet, on constate que la période allant de l'indépendance en 1960 à 1974 avait été marquée par une politique économique prudente en maintenant l'équilibre financier intérieur et extérieur. Pendant cette période, le pays avait pu constituer des réserves officielles d'environ 35 millions de dollars, soit environ 10 milliards de francs, et avait bénéficié d'une croissance accélérée. Le produit intérieur brut avait augmenté d'environ 7% par an en moyenne au cours de cette période. Le revenu par habitant avait également fait des progrès substantiels en progressant de 2,4% par an en moyenne. La balance des paiements était en équilibre et le déficit des finances publiques était modeste et avait pu être financé sans recours à l'aide extérieure. Mais, suite au premier choc pétrolier et les augmentations des prix des engrais et des prix des produits agricoles sur le marché international,
la demande des phosphates augmenta à la fin de 1973. Le Maroc, premier exportateur mondial de phosphate, décida alors, au début de 1974, d'augmenter le prix du phosphate en multipliant le prix du phosphate de 1973 par 4. C'est dans ce contexte que le Togo prit la décision, en janvier 1974, de s'occuper lui-même de la commercialisation des phosphates et un mois plus tard, la nationalisation des mines de phosphate. En créant l'Office togolais des phosphates, OTP, et par la suite en nationalisant la CTMB, la République togolaise conclut à l'amiable avec les anciens actionnaires un protocole fixant le montant et les modalités de règlement de l'indemnité de nationalisation sur lesquelles elles sont accordées. Le Togo a donc payé aux actionnaires pour indemnisation 4 milliards 650 millions de francs liquides et une partie en nature, 100 000 tonnes de phosphate qui représentaient 1 milliard 369 millions 650 000 francs. Par ailleurs, et en dehors de ce qui précède, et toujours dans le cadre de l'indemnisation, l'OTP livra également 150 000 tonnes de phosphate pour une valeur de 2 milliards 050 millions de francs à Maurice Assor, en exécution de la lettre numéro 44C/MTP du 25 avril 1974 du ministre des Travaux publics, président du conseil d'administration de la CTMB, c'était Mibedor à l'époque, au ministre des Finances et de l'Économie, président du conseil d'administration de l'OTP, c'était Koyo à l'époque. En dehors de l'indemnisation, l'OTP eut à sortir aussi, premièrement, 5 000 tonnes de phosphate pour don du gouvernement togolais à la Corée. Ça fait 112 millions de francs CFA. Deuxièmement, 50 000 tonnes de phosphate pour honoraires à Maurice Assor dans le cadre de la nationalisation des mines de phosphate. Ceci m'amène à vous dire qui est Maurice Assor. Maurice Assor est un juif marocain qui est arrivé au Togo depuis 1971. Il s'est mêlé d'abord à la commercialisation des produits agricoles au moment où un groupe, le groupe Tardiva, dans lequel il s'était introduit, voulait prendre la commercialisation des produits agricoles du Togo. Mais lorsque depuis juillet 1971, nous avions pris en main la commercialisation de nos produits agricoles, Maurice Assor était devenu déjà un intime et le conseiller économique du président et adhérent, qui lui donnera à partir de 1972 le monopole de l'importation de près d'une quinzaine de produits de première nécessité par la création de la Sonacom. Nous y reviendrons plus loin. C'est Maurice Assor qui, de par ses relations avec le premier ministre marocain Karim Lamrani, alors président directeur général de l'Office chérifien des phosphates, a conseillé à Yadema de prendre la commercialisation des phosphates togolais et a ainsi apporté les informations nécessaires pour ce faire. C'est à ce titre qu'il a été gratifié de 50 000 tonnes de phosphate d'une valeur marchande de 3 771 875 $, soit en CFA 1 milliard 116 562 500 francs. Avec le quadruplement des cours mondiaux du phosphate et la nationalisation des mines de phosphate en 1974, les recettes de l'État avaient pratiquement doublé. Avec cet excédent, le gouvernement s'était alors lancé dans des projets de prestige par un vaste programme d'investissement public excessivement ambitieux et avait adopté une politique monétaire et budgétaire expansionniste, et ceci sans tenir compte des prévisions des recettes de l'OTP et de l'OPAT avec pour but d'industrialiser l'économie. C'est cela qui est à l'origine des difficultés économiques et financières du pays. En effet, en 1975,
le gouvernement avait adopté son 3e plan quinquennal de développement économique et social couvrant la période 1975-1980. Durant cette période, plusieurs entreprises publiques, précisément 29 entreprises publiques, ont été créées et d'énormes investissements publics ont été effectués dans les équipements collectifs, les infrastructures, la construction d'hôtels de luxe, les transports, les bâtiments publics et l'industrie. Mais le boom des phosphates n'a été que de courte durée comme il fallait le prévoir. Dès 1975, les cours mondiaux du phosphate avaient commencé à baisser. Les exportations des phosphates ont baissé de 50% en 1976 et avaient entraîné une chute des revenus de l'État. Pour financer et soutenir son programme d'investissement, l'État pompait les réserves de l'OTP et de l'OPAT et s'endettait lourdement auprès de l'étranger, souvent à des conditions commerciales donc onéreuses. Des marchés de l'État étaient donnés gré à gré, sans appel à la concurrence aux étrangers, pour achat d'avions, avions présidentiels, Fokker 28, Grumman, les hélicoptères, DC-8, Boeing, avions pour le transport des troupes, avions de chasse, achat d'armes et de munitions, achat d'appareils sophistiqués de communication pour les services de sécurité de l'État, achat de bateaux hauts de pic d'Agou avec les conteneurs, construction de l'aéroport de Niamtougou, construction d'hôtels et bâtiments publics et autres investissements industriels. Je vous citerai pour mémoire. Raffinerie 12 milliards, sidérurgie 14 milliards, Office togolais du disque 600 millions, Foire Togo 2000 2 milliards, Togotex 10 milliards, Hôtel du 2 février 35 milliards, etc. À propos de cet hôtel, c'est-à-dire hôtel du 2 février, puisque nous sommes dans la salle Fazao de l'hôtel du 2 février, c'est un hôtel de 35 niveaux. Je dois dire qu'il s'agit de 35 niveaux fictifs, car il y a réellement 26 niveaux. La différence de 9 niveaux, qui constitue un vide, a été détournée pour financer en même temps la construction de la résidence dite privée Lomé 2 de Yadema. Le transit des matériaux et équipements n'était possible que lorsque l'hôtel du 2 février fut en chantier. Lomé 2 n'est donc pas une propriété privée, mais une propriété de l'État togolais. Monsieur le Président du Présidium, un constat s'avère nécessaire. Je vous prierai de bien vouloir demander aux huissiers ici présents dans la salle de vérifier les faits s'agissant des niveaux 2 à 11. L'intervenant dans ces affaires est naturellement Maurice Assor, qui a sous-traité. Le gros œuvre est revenu à Udecto 5 milliards. Son groupe, le groupe Assor lui-même, s'est occupé de la climatisation 5 milliards, alors qu'un groupe anglais avait proposé 900 millions de francs et il n'a pas été retenu. La décoration a été enlevée par Robert Assor, son jeune frère, qui a encaissé les montants sans livrer pour autant tout l'équipement. La Sonacom a dû intervenir pour livrer à la place de Robert Assor le complément de matériel. Messieurs les délégués, la conférence devrait débaptiser cet hôtel ainsi que les moquettes qui portent les sigles GG comme vous voyez sous vos pieds dans la salle Fazao et GE dans le hall. Revenons à Robert Assor pour dire que ce dernier a enlevé la caserne des sapeurs-pompiers et l'a sous-traité pour plusieurs fois dans l'unique but de tirer le maximum du gain possible. Pour votre information, beaucoup de véhicules sont d'occasion et retapés dans les garages de la Sonacom à Lomé. C'est ce même Robert Assor qui s'est occupé de la décoration de l'Hôtel de la Paix, des livres d'or marquant les 10e et 20e anniversaires, les feux d'artifice, des majorettes, de tout genre de travaux d'aménagement à la présidente de la République et à l'hôtel du président à Paris, entouré d'une équipe spéciale de gens peu recommandables. Le château de Pia est aussi une propriété de l'État. Juste une modeste maison de retraite pour Yadema. Le premier architecte de ce projet fut éjecté de cette affaire avec l'accord du président qui redonnait ce projet à Maurice Assor, qui lui vantait le mérite d'un château. Le PDG de Campenon Bernard Paris, dont le groupe avait racheté l'Udecto, refusa de continuer la construction de ce bâtiment si le président n'a pas les moyens financiers d'assurer son projet,
car 300 millions de francs CFA étaient déjà engagés par l'UDECTO sans contrepartie d'Assor et de Yadema. Les travaux furent arrêtés, Maurice Assor mettant ce temps à profit pour sortir de nouveaux plans à Paris et monter le financement. Des appels de fonds furent faits à partir des banques étrangères où Maurice et Yadema ont convenu de virer l'argent du peuple togolais selon le mécanisme que nous verrons plus loin. Sur ce chantier, des expatriés dont je tais volontairement les noms parce qu'ils ne sont pour rien, ont fait fortune qui leur ont permis d'acquérir dans leur pays des immeubles et des biens de toute nature. Enfin, la villa en bordure de la mer à Lomé où habite gracieusement Maurice Assor a été financée par la CTMB et donc appartient à l'État togolais. Et nous arrivons maintenant à la SONACOM, le mâle permanent du Togo. Société d'économie mixte, le capital de cette société est fourni essentiellement par l'OTP et l'OPAT. Le concessionnaire Maurice Assor n'a mis symboliquement que quelques 5 millions de francs. Et pourtant, c'est à lui que le chef de l'État a donné le monopole de l'importation d'une quinzaine de produits de première nécessité. Arrivé au Togo depuis 1971, ce juif marocain, devenu l'intime et le conseiller de Yadema, qui lui a délivré le passeport diplomatique togolais numéro 001, alors que le simple passeport ordinaire, qui n'est qu'une pièce d'identité, est péniblement délivré, sinon refusé aux nationaux. Les deux hommes s'entendent parfaitement et Maurice Assor est le cerveau du système de détournement de fonds du pays au profit de Yadema et de lui-même par le biais de la facturation intermédiaire. En clair, je dis donc qu'avec une dette extérieure d'environ 400 milliards, alors que nos exportations rapportent à peine 50 milliards de francs par an, notre pays est ruiné. En clair, je dis donc qu'avec une dette extérieure d'environ 400 milliards, alors que nos exportations rapportent à peine 50 milliards de francs par an, notre pays est ruiné. D'autant plus ruiné que le tiers environ de l'argent que rapportent nos exportations est détourné au profit de deux personnes essentiellement, Yadema et Maurice Assor, les fossoyeurs du Togo. Bien sûr, il y a des citoyens togolais et d'autres étrangers qui volent aussi notre pays. Monsieur Folly, qui m'a précédé, a déjà cité des noms, c'est vrai. Il sera ensuite libéré, mais plusieurs ici connaissent les tribulations qui ont entouré, son départ vers la France. Ses camarades de souffrance sont à l'origine de la date inoubliable du 5 octobre 1990. Dès que le processus démocratique a pris son envol chez nous, les prix littéraires internationaux reviennent et n'échappent plus au Togo, la terre de nos aïeux. En 1990, la même année des tribulations, c'était au tour de Kani Alem Djoro de recevoir le même Grand Prix 18 ans après, avec sa pièce Chemin de Croix. En 1991, c'est Emmanuel Dogbé, celui-là, avec en plus la mention contribution à la promotion des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs les délégués, le vieux mais jeune Sankareja nous l'a déjà dit la dernière fois, les Togolais sont intelligents, très intelligents. Mais la culture togolaise avec grand C a trop souffert ces 2 dernières décennies. En Afrique, le Togo se localise dans le peloton de derrière en littérature, en musique, en cinéma et que sais-je encore. Chers artistes et créateurs, la Fédération togolaise des associations et clubs UNESCO vous réconforte et vous dit « La nuit est longue, mais le jour vient ». Nous proposons que nos futurs responsables créent enfin et sèment sur le territoire national, et ce, à côté des centres culturels français, allemands et américains, enfin des centres culturels purement togolais, qui seront des lieux de création et d'échange sous le sceau de la liberté d'expression et de l'éclosion des talents pour une vision sociale plus épanouissante. Le Togo n'a pas un seul centre culturel.
Nous souhaitons que les associations incluent dans leur programme d'action l'information et l'éducation de la grande masse à travers des politiques d'alphabétisation. Les médias nationaux n'ont trop fait que de les gaver d'âneries. Nous finirons en lançant un appel aux jeunes. On nous avait fait croire que nous étions unis, mais en fait, nous ne formions qu'un semblant d'union sur un fond de désunion. Aujourd'hui encore, et ici même, il y a une série de codes à utiliser pour entrer dans le fort démocratique sur lequel semble-t-il est projeté en service commandé un raid. Restons désormais persuadés que c'est à travers l'unité dans la diversité que le développement se réalise promptement. Désormais, les jeunes de quelque bord qu'ils soient doivent éviter de se nuire pour servir d'exemple et inspirer plus confiance. Il nous faut nous cultiver continuellement pour être à la hauteur de nos espérances et des défis quotidiens que nous nous lançons. C'est nécessaire, car un demi-lettré est un danger public. Plusieurs de nos aînés ici présents ou ailleurs dans le pays avaient utilisent encore leur solide intelligence pour servir froidement le régime décadent actuel dont nous devons précipiter glorieusement la déconfiture. Hier, ils cultivaient le mensonge comme les roses. Au jour d'aujourd'hui, ils se débattent entre les épines. Voilà des exemples d'opportunisme que nous devons rejeter. À tous les niveaux, impliquons-nous positivement dans le développement et soyons à tous égards la génération du pardon. Oui, la génération du pardon pour une solidarité, une vraie.